Bien. Alessandra Burard-Rivière va essayer de résoudre la question la plus importante dans l'EP ou la thrombose veineuse profonde proximale sans facteur déclenchant, la durée du traitement. C'est toujours une énigme, donc je pense qu'on va avoir toutes les solutions rapidement. Bien sûr. Alors effectivement, c'est une des problématiques les plus fréquentes qu'on a en consultation et qui est à l'heure actuelle pas complètement résolue. Donc on va regarder comment se débrouiller et quelles sont les indications actuelles à une anticoagulation prolongée et combien de temps prolonger l'anticoagulation. Donc cela a été déjà dit, la maladie thromboembolique, c'est une maladie qui est potentiellement fatale, qui est actuellement plus fréquente, la mortalité pour embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde, que les accidents de la voie publique, le cancer de la prostate et le sida. Et ça fait actuellement plus de 250 000 cas par an en Europe de l'Ouest, ce qui donc concerne un nombre important de patients et que, bien sûr, ici dans la salle, tout le monde connaît les patients de ce type-là. C'est une pathologie qui atteint essentiellement des personnes âgées, mais tout est relatif parce que l'âge moyen des patients inclus dans les protocoles de thrombose embolie pulmonaire, on est autour de 55-57 ans. Donc c'est une pathologie qui augmente avec l'âge, chez les hommes comme chez les femmes, mais l'âge moyen, c'est nettement inférieur à l'âge moyen du patient avec un infarctus du myocarde, mais le risque de la développer augmente avec l'âge. Donc quand on arrête le traitement, il faut se poser la question aussi de ce risque qui augmente de récidiver avec l'âge. Actuellement, le traitement de référence est l'anticoagulation. Ça, on le sait. Un traitement d'au moins 3 mois, on sait que ça réduit le décès lié à l'embolie pulmonaire, ça réduit le nombre de récidives. Quand on est sous traitement anticoagulant, c'est un des médicaments qui marche le mieux au monde. Les vieux comme les nouveaux, on a 2 à 3% de récidive. Ça n'existe avec aucun médicament. L'aspirine, ça réduit 30% des événements dans l'infarctus. On n'a jamais un taux de récidive si faible sous traitement. Donc ça marche très bien. Et ça réduit aussi le syndrome post-thrombotique, même seulement partiellement, comme cela a été indiqué, mais un traitement mal conduit contribue à garder des séquelles beaucoup plus importantes. Alors, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est qu'il y a une durée minimum de l'anticoagulation dans ce contexte-là, et c'est la durée de au moins 3 mois. On parle d'événements proximales ou d'embolie pulmonaire. Il y a cette étude de données cumulées sur environ 3000 patients. Vous voyez ici le taux de récidive si on fait 1,5 mois, 1 mois et demi, versus 3 mois, 6 mois ou 12 mois. En gros, si vous faites ces durées-là, vous voyez ici dans ces courbes de survie, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, si vous comparez la courbe plus courte, 1 mois et demi versus 3 mois, vous avez un taux de récidive qui est beaucoup plus important. Donc, si vous avez un événement proximal, que ce soit une thrombose veineuse profonde, que ce soit une embolie pulmonaire, proximale ou distale d'ailleurs, dans ce cas-là, vous avez intérêt à faire au moins 3 mois. Ça, c'est la durée minimum. Après ça, les choses se corsent. Donc ça, c'est ce qu'ils disent toutes les recommandations nationales, internationales, au moins 3 mois. Alors, on dit au moins, mais combien c'est au moins? Alors, le problème, c'est que le risque de récidive varie et que tous les patients avec une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, ne se ressemblent pas. Et donc, de trouver la même durée pour tout le monde, ça ne correspond pas à leur risque de récidive. Quel est le risque de récidive des patients? On connaît à peu près ces risques-là. Quand on a un facteur de risque transitoire, donc thrombose après une chirurgie, une immobilisation, un plâtre, etc., on a un risque de récidive qui est assez faible. Vous voyez ici, ça c'est la courbe. On a 2-3% de récidive dans l'année qui suit. Si on fait une thrombose avec un plâtre, on anticoagule 3 mois et après, c'est fini. On n'a pas tendance à récidiver. Si on a un facteur de risque permanent, fort, un déficit en antithrombine, un SAPL, etc., là aussi c'est clair, le facteur de risque persiste, risque de thrombose 15-20% dans l'année qui suit, on ne va pas s'amuser à arrêter les anticoagulants à ces patients. Là où ça se pose le problème, c'est au niveau de la thrombose ou embolie pulmonaire idiopathique, là où vous avez un risque de récidive qui n'est pas négligeable, qui est autour de 9-10% dans l'année qui suit, mais qui se poursuit successivement. Et alors, est-ce que chez ces patients, on peut arrêter sans crainte le traitement anticoagulant ou est-ce qu'il faut le continuer, sous quelle modalité, etc. Et donc, c'est là toute la problématique actuelle. Ce qu'on sait,
c'est qu'actuellement, le risque de récidive après un événement proximal ou une embolie pulmonaire ne revient jamais à la ligne 0. Et ça, c'est la courbe de récidive chez des patients avec une thrombose embolie pulmonaire idiopathique. Vous voyez, après première année, 13%, et après, autour de la première année, vous avez 10% de récidive, et après, 5% à peu près par an. Au bout de 10 ans, il y en a 30% qui ont récidivé. Donc, si on regarde cette diapo, on se dit, la maladie thromboembolique, quand elle est idiopathique, c'est une espèce de maladie chronique. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là-dedans. Il y a le patient a quelque chose, ou il lui reste quelque chose, qui le rend un patient à risque de récidive. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis des années, ce n'est pas tout neuf. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire chez ces patients? Donc quand on sait ça depuis les années 2000 à peu près, qu'il y a cette problématique de la récidive, la première tentation des médecins, c'est de rallonger un petit peu le traitement. Donc on se dit, au lieu que faire 3 mois, je vais faire peut-être 6 mois et après j'arrête, comme s'il y avait une espèce de phénomène inflammatoire que j'allais éteindre et je regarde après si ça récidive autant. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. On a essayé de faire ça. Les premières études qui ont montré l'inefficacité de ce traitement, c'était les études de Wodit, ça c'est l'étude de la thrombose, mais il y avait aussi une étude sur l'embolie pulmonaire. Alors, les patients qui continuent l'anticoagulation, ça se passe très bien. On arrive à 3 mois, on a 1 an, on a beaucoup moins de récidives dans le groupe qui continue le traitement que dans le groupe qui a arrêté le traitement. Donc aussi, au bout de 3 mois, vous randomisez, il y en a qui continuent jusqu'à 1 an, jusqu'à cette année, ils sont couverts, et donc beaucoup moins de récidives dans le groupe qui continue la warfarine, et beaucoup plus dans le groupe placebo à 8% versus 0,7%. Mais le problème, c'est que vous arrêtez le traitement chez tout le monde et vous les suivez à distance d'1 an, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de rattrapage, et donc au bout d'1 an, tout le monde a le même taux de récidive à la fin. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas thrombosé au moment du traitement, quand vous arrêtez, le groupe rattrape l'autre groupe. Et pas seulement, le groupe qui a fait un petit peu plus d'anticoagulants, il a bien sûr plus de risque de saigner au moment du traitement anticoagulant. Donc, ce qui fait que, vous voyez, le risque d'hémorragie, voilà, ça marche, n'est pas le même dans les 2 groupes. Sous warfarine, bien sûr, on saigne un petit peu plus, mais on se dit, si la protection est bonne, ça vaut la peine. Le problème, c'est que vous allez saigner un petit peu plus, mais en fin de compte, au bout d'une année, vous n'avez pas d'avantage. Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas très payante. Et ça a été démontré à plusieurs reprises. Il y a les études PADIS, DVT, thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire, qui vous montrent la même chose. Après 6 mois, on randomise les patients. Tant qu'on est sous anticoagulants, ça se passe super bien. Dès que vous arrêtez les anticoagulants, le risque de récidive se rattrape. Et avec un risque au moment de l'anticoagulation hémorragique qui est supérieur dans le groupe qui rallonge. Donc l'idée, c'est que malheureusement, rallonger de quelques mois le traitement anticoagulant en se disant je vais le protéger, plutôt nous on le fait encore malheureusement de temps en temps en se disant oui, cette grosse embolie pulmonaire, tiens, au liuximent on va faire 1 an. Il y a une thrombose iliaque, machin, on va faire 1 an, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais en fait, c'est pas mieux. C'est mieux dans notre tête, mais pour le devenir du patient, il n'y a pas un avantage véritable. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Alors, quelle est la longueur de traitement idéale? Et c'est difficile à savoir. Il faut regarder les risques et les bénéfices de prolonger ce traitement anticoagulant. Alors, ce qu'on sait, c'est que tant que vous continuez le traitement, tout marche. Alors là, j'ai essayé de faire un résumé d'études qui ont été publiées, à la fois avec la warfarine, le rivaroxaban, non là c'est l'apixaban, pardon, faible dose, forte dose, le dabigatran, le rivaroxaban, forte dose et faible dose. Donc, quoi que vous fassiez, étude versus placebo ou versus aspirine, quand vous continuez les anticoagulants, vous protégez votre patient. La problématique, si on voit ça, on dit alors on continue chez tout le monde. Et c'est un peu le risque de cette réflexion un peu trop rapide. Bien sûr, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des hémorragies, vous avez, notamment avec la warfarine, un risque hémorragique qui n'est pas mineur, et avec l'apixaban, dabigatran, rivaroxaban, etc., bien sûr, vous avez des risques qui sont
au moins similaires au comparateur, et donc vous avez un risque que dans le groupe placebo, avec les faibles doses d'anticoagulants, vous n'avez pas plus de risque hémorragique que le comparateur. Donc on se dit, est-ce qu'on va faire chez tout le monde des petites doses et combien de temps? Alors, la problématique liée à l'anticoagulation prolongée, on ne peut pas faire semblant qu'il n'y en ait pas une. Un, c'est le suivi. Le suivi chez ces patients, ça n'a jamais dépassé les 5 ans. C'est-à-dire, ça vaut le coup de faire peut-être 2 ans. Après, si on fait 2 ans, on arrête, qu'est-ce qui va se passer? On sait que le risque thrombotique, ça rattrape, mais est-ce que nos patients vieillissants, le risque hémorragique, ça ne va pas à un certain moment dépasser le risque thrombotique? 2, il y a la plupart des patients qui ne vont pas avoir de récidive. Il y a 70% des patients qui sont traités de façon inutile, quelque part, aux anticoagulants au long cours. Et est-ce qu'au bout d'un moment, le risque ne va pas dépasser le bénéfice? Alors, on sait qu'il y a un bénéfice, mais quel est le risque à terme et au long terme, très prolongé? Alors, ce qu'on sait, c'est que si on regarde le taux de décès lié au processus thrombotique ou au traitement anticoagulant, quand on est dans les études cliniques, à peu près c'est pareil. Le taux de mortalité, 8% pour la thrombose veineuse embolie pulmonaire, c'est une méta-analyse, et le taux de saignement fatal, 9%. Donc on se dit, alors on discute, ok. Mais on va regarder les études avec des cohortes réelles, la série T, décès pour embolie pulmonaire, 2%, décès pour saignement, 18%. Donc, dans ces études en vraie vie, on a plus de risque de mourir si on saigne sous anticoagulant que si on a une récidive d'embolie pulmonaire. Ça, c'est après une période initiale. Donc, on peut se poser des questions. Et là, j'ai piqué cette diapositive à Francis Coutureau, qui a fait l'étude PADIS et PADIS DVT. Et donc, ça, c'est le risque de récidive qu'on peut projeter dans le temps. Quand on a une thrombose veineuse profonde, voilà, risque de mortalité, pas de récidive, et risque de mortalité dans le temps avec l'embolie pulmonaire. Bien sûr, le risque de mortalité est plus élevé avec l'embolie pulmonaire qu'avec la thrombose veineuse profonde. Et si on met là-dessus les anticoagulants, comment se comporte le taux d'hémorragie dans le temps sous anticoagulants? Ça n'a pas du tout la même tête, la courbe. La courbe, elle fait ça. C'est plutôt une droite. Donc, ça veut dire que hémorragie fatale sous AVK, hémorragie fatale sous AOD à dose forte, disons, hémorragie fatale sous petite dose d'AOD. Je vais aller vite. Donc, on peut se dire, est-ce qu'au bout d'un moment, en fonction de l'événement et en fonction de la thérapeutique qu'on choisit, les deux courbes ne vont pas se croiser? Donc, ça, c'est pour regarder juste rapidement. Le problème, on n'a pas beaucoup de scores de risque qui nous aident. On a des scores de risque, quelques-uns dans la thrombose embolie pulmonaire. Ça ne nous aide pas beaucoup parce qu'on n'a pas d'attitude qui est conseillée suite à ça. Je vais aller un peu plus vite. On a quelques facteurs de risque qui ont été étudiés, se dire est-ce qu'on peut trouver des patients à plus fort risque? Chez ceux-là, on va continuer, chez les autres, on va arrêter. On n'a pas bien trouvé grand-chose. On sait que le sexe joue sur la récidive, les hommes récidivent plus, quand on est obèse, récidive plus. Si on a des pathologies inflammatoires, le filtre cave, le syndrome post-thrombotique, il y a plein de situations qui nous inciteraient peut-être à continuer les anticoagulants. Au point que je vous évite tout ce qui est marqueur biologique, parce que là-dedans, malheureusement, notamment le bilan de thrombophilie, on pourra en discuter, ça n'apporte pas grand-chose. Et on a essayé de créer des modèles prédictifs, en disant peut-être qu'on va trouver les patients qu'il faut qu'on anticoagule au long cours. Et en fait, on n'a pas trouvé du tout ça. On a trouvé un seul modèle qui a été validé, il y en a 3 qui ont été dessinés, un seul qui a été validé de façon prospective, c'est cette étude main continuaire du tout. Au lieu de trouver qui devait continuer les anticoagulants, ils ont réussi à trouver un peu ceux qui pouvaient arrêter les anticoagulants. Ils ont pris 69 paramètres, et ils ont regardé, ils ont tourné dans tous les sens, l'obésité, le syndrome post-thrombotique, etc. Qu'est-ce qui marche? Chez les hommes, pas possible pour ce groupe canadien d'identifier un patient à faible risque. Où qu'on tourne les données, de quelque façon qu'on les tourne, les hommes ont toujours un risque de récidive très important. On n'arrive pas à trouver qui peut arrêter, quelque part. Chez les femmes, on a un petit peu plus d'espoir, pour une fois. Donc, on a l'hyperpigmentation, donc le syndrome post-thrombotique, je dirais, clinique, pas la persistance de caillots ou de thrombose ou de fibrose. La persistance de dédimères élevés sous traitement anticoagulant à plus de 250.
l'obésité à plus de 30 et l'âge supérieur à 65 ans. Si vous avez moins de 2 points, vous pouvez discontinuer le traitement anticoagulant. Si vous avez plus de 2 points, égal ou plus à 2 points, ces femmes-là obèses avec une hyperpigmentation ou avec des dédimères positifs, il n'y a pas d'avantage à arrêter le traitement dans ce cas-là. Il a fait une étude prospective. Quand on arrête chez le faible risque, 3%. Quand on arrête chez le haut risque, voilà, vous avez 8% de récidive à un an, comme c'était prévu. Donc, en conclusion, je suis désolée, j'ai dépassé. Les patients avec une thrombose proximale, une EP, devraient recevoir au moins 3 mois d'anticoagulation. Une discussion sur l'anticoagulation prolongée devrait être effectuée pour tous les patients, au moins ceux avec une EP, et j'ai mis avec un point d'interrogation, ou une thrombose proximale, probablement aussi pour cela, à savoir que le risque n'est pas le même, notamment le risque fatal. Et que des modèles de stratification pour identifier des patients à faible risque ont été faits et probablement peuvent nous aider dans notre pratique clinique. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Donc, t'inquiète pas Alexandra, le chrono ne concerne que Gilles alors. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une question, si on peut voir le micro. Merci. Merci pour ta présentation. Alors moi, je voudrais savoir si jamais ce que tu as décrit, c'est aussi valable pour l'embolie pulmonaire que pour la thrombose veineuse périphérique. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, du coup, on n'est plus dans le schéma qui consiste à dire que quand une personne a eu une embolie pulmonaire, qu'elle a récidivé, le traitement anticoagulant est à vie. Du coup, avec ta présentation, on va changer de paradigme, si je vois. Alors, ça c'est... Ce que j'ai présenté, c'est les données après un premier épisode de thrombose embolie pulmonaire, donc thrombose proximale ou embolie pulmonaire. Donc, quand vous avez des récidives d'embolie pulmonaire ou de thrombose idiopathique, c'est-à-dire que vous avez 2 épisodes, on sait que le risque est très important. Ces patients-là n'ont pas été inclus dans aucun de ces protocoles et on a effectivement, au vu de ce risque, tendance chez ces patients avec des thromboses idiopathiques récidivantes à garder les anticoagulants au long cours. On parle bien d'embolie pulmonaire ou thrombose idiopathique. Les thromboses distales, on n'a pas du tout le même risque ni de fatalité ni d'embolie pulmonaire. Et on a aussi beaucoup moins d'études d'attitude thérapeutique, comme on les a vues. Probablement, les thromboses distales, l'attitude actuelle qui est conseillée, c'est plutôt une anticoagulation entre 6 semaines et 3 mois. Dans ce cas-là, si vous êtes des récidives sous thrombose distale, toujours sous la forme de thrombose distale, ce qu'on a tendance à dire, nous, au niveau notamment de la Société française de médecine vasculaire, c'est de, à chaque fois, traiter pour 3 mois, quitte à faire 3 mois de temps en temps de traitement. C'est sûr qu'au bout du 3e épisode, on peut réfléchir avec les patients, bien sûr, toujours la décision partagée du risque et bénéfice de laisser ces patients sous anticoagulants au long cours, en sachant que ce n'est pas une maladie fatale. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est l'embolie pulmonaire, effectivement. Par contre, l'embolie, qu'elle soit proximale ou distale, entre guillemets, pour l'instant, l'attitude est la même. Merci. Merci. Autre question ? Pas d'autres questions ? Alors, dans les facteurs qui modulent la durée du traitement, donc tu les as cités, en fait, je pense que pour chaque patient, c'est différent. Il y a son histoire. Il y a le groupe sanguin aussi, maintenant, qui semble émerger, puisque le groupe non O est un risque de récidive de 2,7, 2,8. Et en fait, on va arriver de plus en plus, on verra ce que tu diras après, mais vers la personnalisation du traitement, puisque c'est ce qui se fait actuellement, parce qu'on décide au cas par cas, et puis on nous l'a dit, Atul nous l'a redit, puis on l'a dit plusieurs fois, il y a les souhaits aussi du patient, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord, ça dépend de son métier, ce qu'il fait, etc. Absolument. Alors, 2 choses, des critères, de facteurs associés à un risque de récidive, on en a 10 pages. Oui, on peut faire un topo que sur ça. Entre le fait de dire c'est associé à une récidive et le fait est-ce que celui-là il faut l'anticoaguler parce qu'il a un groupe O, il y a une grande différence. Oui, tout à fait. Une grande différence. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement démontrer que c'est associé à la récidive, mais que si je fais un traitement au long cours, ce traitement est bénéfique pour le patient. Donc pour l'instant, tous ceux qui ont essayé de regrouper même ces facteurs biologiques, on pensait faire des puces, il y a des facteurs protecteurs, des facteurs... Voilà. On n'a pas réussi à les caser dans aucune... dans un score qui soit utile. Il y a cette histoire des dimères, ça peut être intéressant. C'est des dimères qui sont faits en cours de traitement, donc ça peut être intéressant. Après, effectivement, si vous êtes sous des événements thrombotiques qui ne sont pas majeurs et que le patient vous
expriment clairement une non-envie de continuer le traitement anticoagulant, on va tout à fait accepter ce qu'il dit le patient. Après, il ne faut pas se leurrer. Le patient entend beaucoup ce que le médecin lui suggère. Le patient va vous demander « et vous, qu'est-ce que vous feriez ?» Et donc, il y a quand même une influence de notre position médicale sur la décision du patient qui n'est pas négligeable. Donc, elle n'est jamais libre, la décision du patient. On peut discuter avec lui, mais notre avis a une importance énorme. Donc, c'est bien que le médecin sache ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est obligatoire de faire 3 mois. Au-delà des 3 mois, il y a 30% de risque de récidive à 10 ans. Vous l'acceptez. Bon, je préfère prendre le risque et ne pas avoir d'anticoagulant. Ou vous acceptez un risque hémorragique et de combien? Ça, c'est des discussions qu'on peut tout à fait avoir avec la majorité des patients. Je suis d'accord. Alors, en pratique, il faut, quand on prolonge un traitement où on n'a pas de base très importante, il faut que vous le notiez dans votre dossier. C'est un problème médico-légal. C'est après en avoir discuté avec le patient, lui expliquer le risque hémorragique, etc., etc. On est tombé d'accord sur cette position. Il faut réévaluer ce risque hémorragique régulièrement, en fonction de l'âge du patient, mais il faut que ça soit noté. Si tout est noté, si un jour il y a un problème, en fait, il n'y aura pas un gros problème. Mais si rien n'est noté, vous avez prolongé un traitement, pourquoi ? On n'en sait même rien du tout. C'est important. Et on a eu une discussion récemment sur le problème médico-légal pour la maladie thromboembolique veineuse et notamment les traitements anticoagulants. Et sur le plan juridique, il faut noter et justifier. Il faut noter tout, parce que même si vous arrêtez le traitement et le patient décède il faut dire pourquoi. Si vous n'avez pas noté pourquoi vous avez arrêté, c'est pareil. Merci Alexandra.